Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez Karim. On est très heureux d'accueillir ce soir Denis Lemasson pour son roman Nous traverserons ensemble, donc, qui est paru au début d'année chez Plon. C'est un roman qui m'a énormément plu. On va parler beaucoup, je pense. On va parler du. Bonjour. On va parler du. Bonsoir. De ce qu'est ce roman, son genre, entre enquête, témoignage, il mêle diverses choses. C'est un roman choral, c'est un récit extrêmement poignant. Il part en fait au départ du témoignage d'un médecin qui a été employé pour Médecins sans frontières en Afghanistan, qui est revenu à Paris, qui s'est installé comme médecin, qui a laissé derrière lui cette expérience en Afghanistan et qui un jour, en avril 2009 je crois, est le témoin dans un square où il est avec sa fille, est le témoin d'un drame d'un migrant afghan qui est poignardé dans le square et en fait qui meurt sous ses yeux. À partir de là, cet événement qui va tout d'abord complètement évidemment le paralyser vu l'événement terrible, ça va le mettre en mouvement, ça va l'entraîner dans une enquête, on va en parler. Et le roman est fantastique parce que à la fois il y a cette enquête particulière et puis il y a le récit de deux migrants, un adolescent et quelqu'un qui était traducteur en Afghanistan pour l'armée américaine, qui vont avoir un périple extrêmement long, extrêmement difficile, vu toutes les frontières qu'ils ont à franchir pour tenter de rejoindre l'Europe depuis l'Afghanistan. Je voulais tout d'abord, évidemment, parler du préambule du livre, puisque donc, en préambule, quand on l'ouvre, donc le livre est paru chez Plon, il y a écrit roman, et quand on lit le préambule, donc il y a écrit « Ce qui suit n'est pas une invention, l'histoire est vraie. Vrai si la vérité se raconte avec ce condensé qui subsiste quand on presse le réel comme une éponge, ce qui nous anime et au bout du compte nous tue. » Donc évidemment, j'imagine que vous êtes posé la question de ce que c'était, et ce roman est très fort parce que il mêle le témoignage, il mêle le roman, la fiction évidemment. En même temps, il est absolument jamais didactique, mais il permet de raconter des histoires individuelles dans la grande histoire. Mais je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi la forme du roman et ce que ça vous avait apporté, cette forme-là. Oui, parce qu'au départ de cette aventure d'écriture, il y a un événement bien réel. Je me suis personnellement trouvé dans un square parisien en avril 2009 avec ma fille pour faire du toboggan, un square dont j'ignorais l'existence le jour précédent. Et en sortant, on a fait notre partie de toboggan et en sortant du square, j'ai vu un jeune homme les bras en croix, inanimé, sur la pelouse, et comme médecin, j'ai essayé de lui venir en aide. Il venait de se prendre 5 coups de couteau, il y avait des blessures graves, je n'ai rien pu faire en tant que médecin, mais voilà, événement extrêmement violent, troublant, d'autant plus pour moi personnellement que ce jeune homme était un réfugié afghan et que j'ai travaillé pour Médecins sans frontières dans de nombreux pays, dont plus d'une année en Afghanistan. Et que je venais de quitter MSF 6 mois auparavant, pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que j'avais des enfants, et aussi parce que décidé d'arrêter de l'exposition comme ça à de la violence dans des pays en guerre, quoi. Donc j'ai vraiment eu l'impression de me faire rattraper par la violence politique en plein Paris, à un moment donné où moi je pensais très naïvement finalement m'y soustraire. Et puis très vite aussi, il y avait dans cet événement quelque chose qui avait une dimension collective. Comment c'était possible qu'un Afghan réfugié, après tout ce qu'il avait pu traverser, trouve la mort à 7000 km dans ce square parisien. Donc c'est vraiment né de cette émotion. Et puis il y avait, et en plus de ça, il y avait chez moi la volonté d'écrire quelque chose autour de l'Afghanistan. Et j'essayais depuis plusieurs années d'écrire un texte sur mes années, j'étais là-bas en 2002-2003, et sans y arriver. C'était à chaque fois, c'était extrêmement compliqué, à chaque fois vampirisé comme ça par
par l'exotisme. Voilà. Dès qu'on touche à l'Afghanistan, il y a Kessel pas loin, c'est Cavalier, tout un folklore qui me paraît très dangereux et très parasite pour comprendre la réalité d'aujourd'hui et le monde tel qu'il est, quoi. Donc il y avait cette dimension aussi de mondialisation et pour comprendre ce qui s'était passé dans ce square, il me fallait comprendre cette guerre en Afghanistan, on va revenir, tous ces passages de frontières, et puis cette réalité des réfugiés et cette Europe qui construit un dispositif militaire en étanchifiant ses frontières. Plus que ça, il y avait aussi une grande frustration de ma part de ces années humanitaires. La médecine humanitaire, mais comme la médecine d'urgence est héritière de la médecine militaire et la médecine coloniale, et dont les objectifs se mesurent en baisse de taux de morbidité, de mortalité, et en passant comme ça d'une urgence humanitaire à l'autre, on s'adresse à des populations. Et j'étais témoin, deux membres éminents de Médecins sans frontières qui sont là, et on est témoin de beaucoup de choses, quoi, de choses terribles et en masse, quoi. Et il y avait ce désir, en tout cas, de me dire, voilà, après toutes ces années, de m'arrêter sur une histoire. Et contrairement à beaucoup de pays où j'avais travaillé, de m'arrêter sur une histoire et d'essayer de la raconter, de savoir qui était ce cadavre, une volonté de subjectiver le mort, quoi, avec peut-être très personnel un souci de réparation, en essayant de comprendre quel était le parcours de cet individu dans toutes ses dimensions, physique, intellectuelle, affective, sociale et politique. Parce qu'on en parle beaucoup, personne ne peut ignorer, en 2009 un peu plus, mais déjà c'était un sujet qui est maintes fois traité dans l'actualité, à chaque fois à travers le même filtre, humanitaire et médiatique, et on en parle beaucoup, mais de mon point de vue on en parle aussi très mal, quoi. Cette machine de communication aussi vient casser l'individu dans sa totalité en le transformant en victime. Et du coup en le réduisant à ces dimensions souvent physiques et à une logique de survie, et l'amputant de sa parole et de son discours. Et toutes ces années humanitaires, moi ce qui m'avait le plus plu et qui m'avait le plus stimulé, c'est d'être dans différents pays du monde en contact avec des gens qui étaient victimes, certes, d'enjeux qui souvent les écrasaient, qui pouvaient les tuer, mais qui aussi résistaient par un discours, un verbe et ils étaient capables de mettre des mots sur leur vie, sur ce qui se passait. Et il me semblait aussi très intéressant que ces discours sont d'autant plus forts que d'où ils parlent, de cette marge, ils disaient des choses très fortes sur notre monde. Il me paraissait tout à fait bien situé pour décrire le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans toutes ses dimensions de violence, de guerre, de mondialisation, des marchandises, un nouvel ordre qui est en train de s'installer. Alors j'aurais pu choisir, pour en parler, d'autres formes. J'aurais pu choisir, je sais pas, un témoignage, un récit, une autobiographie, que sais-je. Mais il se trouve que mon travail, c'est mon deuxième roman, c'est ma forme de prédilection, et il me semble que le roman, par son histoire, parce qu'il me permettait justement de répondre à toutes ces contraintes que j'essayais de vous parler, de ce désir de raconter une totalité, à travers un état du monde, mais à travers des personnes pris dans toutes leurs dimensions. Avec une obsession, tout au long de l'écriture, c'était de non pas parler au nom des Afghans, mais par un dispositif esthétique, formel, leur donner de la place pour donner aux lecteurs la possibilité de les entendre. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'extrêmement important. Toute la réflexion sur la forme et la forme définitive
vient d'une réflexion autour de cette question-là. Et pour être approché, et dans le préambule je parle de vérité, je ne parle pas de réel ou d'actualité, mais de vérité. Et pour moi, pour être approché, cette vérité a besoin d'un travail formel, quoi. Et là, en l'occurrence, d'un travail d'écriture qui vient le transformer pour pouvoir le donner à comprendre et pour le donner à sentir. On le voit bien dans les événements même dramatiques qui ont été vécus dans Paris. C'est-à-dire que quand il y a un meurtre ou quand il y a un massacre, on est sidéré. Il y a quelque chose d'écrasant dans la violence comme ça quand elle s'exprime. Et elle est normale dans un premier temps, mais après c'est comment dépasser cette émotion dans laquelle on est écrasé, quoi. Et pour ça, il faut trouver un détour, quoi. Un reflet, trouver une forme qui soit un reflet de la réalité pour pouvoir la transmettre. Et pour moi, c'est vraiment la fonction, telle que je la conçois, du roman, quoi. C'est un reflet du monde dans lequel qui va pouvoir être transmis pour qu'on puisse s'y reconnaître ensemble. Je trouve que c'est une des choses justement du roman qui est remarquablement transmise, c'est l'entrée en matière, puisqu'au départ donc le narrateur, donc c'est le premier narrateur, donc le docteur Luc E, je crois. Donc il est dans ce square qui est à côté de la gare de l'Est, le square Villemin, donc il assiste à ce drame, et c'est comme un électrochoc, et sur le coup il est paralysé, et après ça le met en mouvement. C'est-à-dire qu'après il se lance dans cette enquête, et il dit, j'ai envie d'en lire un passage, mais il dit « Je me suis mis à voir ce que je n'avais pas vu avant ». Et donc effectivement il commence à voir les réfugiés partout dans Paris, pas seulement les Afghans, les autres, les sacs de couchage sur les quais, enfin tout ce qui se passe en fait, auquel il était complètement aveugle avant. Je trouvais que c'était justement une entrée en matière très forte pour souligner cet électrochoc de quelque chose qui tout à coup vient dans son univers intime et familier, puisqu'il était avec sa fille dans le square, et voilà, ça vient... il faut ça, même pour lui qui a été employé par Médecins sans frontières, il faut ça pour qu'il se mette en mouvement. J'ai trouvé ça très fort, cette paralysie puisse être entrée en mouvement. Oui, puis la littérature pour moi c'est aussi, ça raconte les transformations. Et à quoi ça sert d'écrire si ça ne transforme pas, quoi. Si on sort un peu différent en ayant écrit le livre au début, quoi. Et puis on peut espérer, j'espère, que c'est aussi ce que vit le lecteur, quoi, qui doit, enfin, alors transformation, on s'entend, mais si on peut arriver à déplacer un peu notre regard, alors voilà, la manière dont on voit le monde est un peu différente, et on va y agir et on va y habiter différemment. Et ça fonctionne. J'ai plein de retours en ce moment. J'ai reçu un mail cet après-midi en disant voilà, je viens de terminer votre bouquin. Qu'est-ce que je peux faire, quoi. Ça c'est génial, c'est le retour. La guérilla fonctionne. Ouais, justement, il y a deux parties dans le livre. La première, qui sommes-nous? La deuxième, que faisons-nous? Voilà. Est-ce que vous aviez aussi en tête cette idée de dire, d'amener le lecteur à agir, d'inciter le lecteur à agir? Et oui, alors il y a toute une double dialectique dans le roman. D'une part, le choix de deux narrateurs. Donc une dialectique en Luc, médecin parisien, qui vient porter la parole, notre parole, quoi, ici, occidentale, dans ce qu'on a de plus commun aussi, quoi. Il est en train de divorcer, ça se passe pas bien, il rame un peu, voilà. Et un autre narrateur, plusieurs autres narrateurs, qui vont articuler un deuxième texte comme ça, qui est donc la parole d'un traducteur afghan, et les deux textes vont aussi, ces deux paroles vont se construire l'une l'autre, quoi. Il y a toute une dialectique comme ça entre les deux, avec, on pourra y revenir, pour moi aussi ça porte une définition de l'identité que je voulais porter, quoi. J'ai perdu le fil parce qu'il y avait un deuxième point que je voulais...
aborder. Je parlais de l'électrochoc, l'entrée dans l'univers intime pour mettre en mouvement. La rupture avec le monde familier. La rupture avec le monde familier. Voilà, transformation. Et comment voilà, par le récit aussi, on transforme cette réalité pour la donner à comprendre. Oui, et aussi tout un va-et-vient entre, parce qu'il était partie prenante de l'écriture, entre l'écriture et l'action. Et parce que c'est ce qui s'est aussi passé dans cette aventure de l'écriture, quoi. Je me suis retrouvé hiver 2009-2010, il faisait extrêmement froid, je sais pas si vous vous rappelez, il neigeait, il y avait la glace sur le canal Saint-Martin, et je passais mes journées avec les gamins réfugiés le long du canal, et je rentrais chez moi voilà, à 17h pour aller chercher mes filles à l'école, et quand même j'ai passé 9 ans dans les militaires. D'accord, je me suis promis de ne plus renouer avec cette forme d'action, mais je ne peux pas ne rien faire non plus. Il y a une question éthique de celui qui écrit sur un sujet comme ça. Est-ce que je peux regarder et juste écrire? Alors, je crois profondément à la littérature, à l'écriture comme moyen d'action. N'empêche que j'avais beau me répéter ça, et c'est un pan du réel, mais ça n'empêchait pas qu'ils avaient froid la nuit. Et donc l'écriture m'a ramené à une forme d'action. Alors, au moins, ce que je peux faire, c'est aller voir mes anciens camarades humanitaires en disant voilà, il y a 150 gamins qui meurent de froid dans les rues de Paris, qu'est-ce que vous foutez, quoi? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, des petits, quoi, 8, 9 ans, 100 000 logements libres dans Paris, quoi. Enfin, il n'y a pas un endroit pour loger 150 gamins. Donc, je suis allé voir MSF, je suis allé voir Médecins du Monde, je suis allé voir Emmaüs, enfin, tous ceux qui étaient censés faire quelque chose, qui faisaient quelque chose. Moi, je veux bien. Et tous ont répondu par la négative, quoi, pour tout un tas de mauvaises raisons. On est financé par des fonds institutionnels, vous comprenez, donc notre CA ne peut pas rentrer comme ça de manière frontale en contradiction avec la politique gouvernementale. Ça c'est Emmaüs. Médecins sans frontières à l'époque ne faisait que l'international. Bon, on dit tiens, chez nous c'est pas pareil. Médecins du Monde, pourtant ils sont actifs. Médecins du Monde était actif, mais Médecins du Monde disait nous on est des médecins. On est des médecins, oui, mais vous les soignez de la gale, mais puis vous les soignez de la tuberculose et tout, mais c'est lié à leurs conditions de vie, quoi. On peut les mettre, enfin, la première demande c'est quand même qu'ils soient au chaud, quoi. Voilà. Donc devant cette réponse. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen, quoi? On était quelques-uns devant ce même constat, y compris des gens qui travaillaient au sein de ces ONG, qui étaient aussi dépourvus que moi. On peut pas rester sans rien faire, quoi. Je peux, pas pour justifier personne, mais quand on a construit les toits du Kosovo, il y a eu beaucoup de débats au sein de Médecins sans frontières parce qu'on était des médecins, on savait venir construire des toits dans la guerre du Kosovo. Oui, et aujourd'hui, Médecins sans frontières, parce que c'est un sujet beaucoup plus non, mais je sais pas pour prégnant, MSF, à Grande-Sainte et à Calais se met à les héberger aujourd'hui. Bon. Donc c'est quelque chose qui est pas aussi, voilà, qui n'est pas définitif et qui parcourt l'histoire. C'est monde aussi à bouger. Et qui se tout juste, quoi. Quand même seulement maintenant que les associations humanitaires se mettent à faire quelque chose. Voilà. Ouais. En 2009, on m'a expliqué de toute façon pourquoi écrire là-dessus. Les gens me reconnaissent en disant c'est pas un sujet d'actu. Personne n'en voudra de ton truc. Voilà, les choses changent et ce qu'il a fallu comme mort pour que les choses changent. Hein. Mais c'est ce qui me chipote un peu, c'est pourquoi tu as eu besoin de voir un mort pour pouvoir recommencer à les voir. Et oui, bah c'est justement tout l'enjeu, c'est tout ce que je raconte. Il a fallu que je quitte, tu vois, à un moment donné. C'est pas parce que tu as quitté l'humanitaire que tu as commencé à les revoir à nouveau. Si, avant, oui, il y avait tous les jours. Donc, ouais, mais il y avait un souci normal. Il y avait aussi, je te dis, un souci de réparation et puis de dire comment l'action que j'ai menée partout dans le monde pendant 9 ans, je peux aussi, tu vois, et je suis le même à ce moment-là, pouvoir porter cette action dans mon quotidien, quoi, parce qu'elle vient me toucher dans mon quotidien. Donc on allait solliciter les gens autour du canal Saint-Martin. On a identifié un lieu là, totalement privé, quoi, un mécène qui a dit on vous prête un lieu pendant 10 jours et vous faites ce que vous voulez dans ce lieu pendant 10 jours et vous pouvez héberger 150 gamins si vous voulez. C'était effectivement le comptoir général? C'était effectivement le comptoir général. Et donc on a un soir fait le tour du canal en disant tous ceux qui veulent dormir au chaud, voilà. Tout le monde nous est
tombé dessus, quoi. Dans le comptoir général, L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui disait vous mettez des mineurs avec des majeurs, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Et on n'avait aucune autorisation et on s'en En fout. même temps, c'est inséré dans la ruche qui est quand même un haut lieu d'économie sociale et solidaire, donc c'était quand même Voilà. c'était assez naturel pour le comptoir général quand même. C'était assez naturel et puis ça a permis aussi qu'il y ait tout un tas de gens mobilisés autour, les voisins, tout un truc du quartier. Voilà. Et donc toute une aventure, on a pu aussi créer des rapports de force dans un moment qui était les élections régionales à l'époque, où tout le monde essayait de récupérer le truc. Et finalement, la mairie de Paris a mis à disposition l'hôpital Saint-Lazare, qui est un des nombreux bâtiments publics vides dans Paris, qui est en parfait état et qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui à vide. Et qui a dit, ben, là vous pouvez loger les gamins, ça n'a absolument rien réglé, mais au moins cet hiver-là, ils ont pu... Et donc c'est toute cette aventure, après, fait partie aujourd'hui aussi du livre, quoi. Donc il y a un va-et-vient comme ça entre l'écriture qui m'a ramené vers l'action, et puis l'action que j'ai après intégrée dans l'écriture. Peut-être en lire un extrait, non Sur cette première partie. Alors c'est un moment où, alors c'est pas au début, mais où il parle justement de la dimension invisible des réfugiés. Donc il est parti de Paris, il va dans une maison qui est au Pays Basque, qu'il a aménagée, et là il est dans sa maison, et il lit. Dans l'ombre des volets clos, j'occupais ma journée à lire. Homme invisible, pour qui chantes-tu? Le roman de Ralph Ellison me captivait. L'homme invisible dans la société américaine au début du XXe siècle, c'était l'homme noir. D'un trait rouge, je soulignais un passage. Je suis un homme qu'on ne voit pas. Non, rien de commun avec ces fantômes qui hantaient Edgar Allan Poe. Rien à voir non plus avec les ectoplasmes de vos productions hollywoodiennes. Je suis un homme réel, de chair et d'os, de fibres et de liquide. On pourrait même dire que je possède un esprit. Je suis invisible, comprenez-moi bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. Quel texte troublant! Aussi éloigné était-il de mon temps, de ma géographie, il dévoilait ce que j'avais expérimenté ces derniers mois. Avant le meurtre de Zahir, je n'avais jamais vu ces jeunes réfugiés dans les rues de Paris. Pourtant, ils vivaient près de chez moi depuis de nombreuses années. Mon regard était conditionné, mon quotidien recouvert d'angles morts. Par une sorte d'ironie tragique, le meurtre de Zahir m'avait rendu Zahir visible. En mourant sous les coups, il s'était mis à troubler l'ordre public, à déranger les jeux pour enfants. Il avait créé un attroupement, fait accourir la police. La violence de l'acte avait forcé mon regard à le considérer, mes mains à le toucher. Le jeune homme devenait visible à mes yeux et il permettait ainsi à des centaines d'autres immigrants de le devenir. Zahir avait révélé la présence de la communauté entière des voyageurs sans visa. L'angle des bâtiments, derrière les grilles, sous les ponts, dans les stades, les parcs, je pouvais voir maintenant les jeunes réfugiés. En lisant l'épilogue, je pensais à Mehdi, à Zakir, à Nour, à Jawed. Que pouvais-je faire d'autre, sinon essayer de vous raconter ce qui arrivait vraiment lorsque vos yeux me transperçaient? Et c'est ceci qui m'effraie. Qui sait si, dans des fréquences trop basses, je ne parle pas pour vous? À la nuit tombée, je sortis de mon repère pour aller prendre un verre dans le petit Bayonne. Alors le personnage, à un moment dit dans le roman, je viens d'aimer cette phrase, les médecins ont l'âme des détectives. Donc il y a plusieurs... Dr House. Donc il se met en mouvement, il fait une sorte d'enquête criminelle. Hein. Enfin, il veut en fait comprendre les circonstances, il cherche à rencontrer des témoins, à rencontrer les gens qui savent, mais ces témoins-là, ils ne cessent pas de s'évaporer dans la nature parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont sans papier, ou alors parce qu'ils cherchent à poursuivre leur périple vers d'autres pays d'Europe, parce que la France leur apparaît comme un endroit plutôt bouché. Et donc à partir de là, le roman se développe dans une fresque vraiment impressionnante qui entremêle à la fois cette enquête, l'odyssée de ces migrants donc, qui dure très longtemps avec tous ces obstacles depuis l'Afghanistan jusqu'en Europe. Il y a les causes de leur départ, le fait qu'ils se trouvent dans des zones de non-droit, qu'ils sont en proie à toutes les mafias, aux passeurs, que plus le périple est difficile, plus ils deviennent la proie de ces mafias. Et voilà, je trouve que c'est ça que vous avez réussi à faire de façon extraordinaire, c'est de réussir à raconter tout ça en mêlant ces différents fils du récit. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui vous avaient inspiré pour ça, comment vous aviez... Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu tout un travail d'enquête qui a suivi le meurtre, qui a à peu près duré un an, un peu plus d'un an, jusqu'à un an et demi.
où j'ai mené une enquête. Alors c'était pas une enquête policière, celle que j'ai menée en tout cas. Après on pourra revenir sur les formes et les jeux, sur les codes du polar et du roman noir. Évidemment, je parle d'un meurtre, d'une enquête, d'un procès. Et d'ailleurs, ça m'a amené tout ce qui n'est pas forcément du tout mon univers de lecteur. Non. Avant cette aventure-là, donc ça m'a amené aussi à une aventure de lecture. Et j'ai dû m'approprier voilà, pour pas jouer naïvement. Ça aurait été une catastrophe. Voilà, on peut pas jouer impunément avec les codes. Donc, je voulais les maîtriser, les contrôler et comprendre tous ces enjeux. Donc ça m'a amené aussi à me réflexionner sur tout. Peut-être on y reviendra. Par la suite En tout cas, il y a eu cette enquête au départ dans les rues de Paris et où je me suis intéressé finalement aux conditions qui avaient rendu possible, sinon inéluctable, ce meurtre. Et en progressant comme ça dans les rues de Paris, j'ai découvert tout un nombre de lieux impressionnant, d'autant plus que c'était des lieux devant lesquels je passais tous les jours sans voir ce qui s'y passait réellement, quoi. En ayant pourtant un regard un peu averti, quoi, hein, et soucieux, mais je les avais pas vus. Voilà. Et si je les avais pas vus, c'est pas que je suis complètement aveugle ou je suis un peu myope, mais ou stupide, c'est qu'il y avait toute une stratégie aussi policière, politique. Pour que ces réfugiés soient invisibles à mes yeux. En plus, un jeu, en tout cas, c'est une politique dure et organisée qui le permettait, à la fois consciente et inconsciente, hein, et puis confortée aussi par le souci premier aussi des réfugiés, dont c'est aussi le but de rester le moins visible possible pour ne pas être en but ou le moins possible aux policiers, à l'administration, et finalement faisant eux-mêmes le jeu d'une politique qui les opprime et qui les rend invisibles. Donc j'ai découvert comme ça tout un Paris off, un Paris comme ça, à l'envers, comme ça, et qui dessinait dans Paris quelque chose dans lequel j'avais travaillé dans de nombreux pays, dans le monde entier, c'est un camp de réfugiés. Mais un camp de réfugiés qui serait éclaté dans la ville, quoi. Qui demande d'ailleurs des temps de déplacement aux réfugiés dingues, quoi. Donc il y a les lieux où ils mangent, il y a les lieux où ils dorment, les lieux où ils sont en contact avec les passeurs, les lieux où ils jouent au foot, et qui s'organisent comme tous les camps que moi j'ai connus quand j'ai travaillé au Libéria, ou au Soudan, ou en Iran, où il y avait aussi des camps de réfugiés afghans. Et donc il y a eu ce temps important d'enquête, là avec des prises de notes, quoi, pour essayer de documenter le réel comme ça, de manière extrêmement précise, référencée, et qui a servi de base, de matériau après à une mise en écriture qui m'a pris après 3 ans après cette enquête. Et pour le policier Conan Doyle, il était un to-be mort. Ouais. Ah. Je vous l'ai dit, il y a deux personnages, il y a un adolescent et un traducteur. J'avais envie de lire un des passages sur le traducteur. Pardon. Donc le traducteur il est originaire de Jalalabad et donc il doit fuir parce qu'il est traducteur pour l'armée américaine, il est menacé de mort. Personnage qu'on trouve notamment dans les nouvelles de Stéphane Padovani, Le Bleu du ciel, ou un traducteur aussi. Je voulais vous lire un passage. Et dans Tout Primo. Et dans Pour Tout Primo de Dewar. Donc là on est Téhéran, Iran, 10 mai 2008. Donc c'est le témoignage de ce personnage-là. Mon oreille sifflait toujours à mon arrivée à Téhéran. Mon poste de traducteur pour l'armée américaine, loin d'avoir amélioré le quotidien de ma famille, avait causé sa perte.
Veux-tu être à la solde de l'occupant, avait dit mon père. Pourquoi n'avais-je pas su l'écouter? Les talibans, en séquestrant mes proches, en jurant de me tuer, avaient démontré leur détermination. Je connaissais l'étendue de leur réseau. Hors de l'armée, j'étais à découvert. Un vulgaire lapin jeté sur une étendue de cailloux cernait de snipers. Je bondissais sans connaître la direction de l'abri, au hasard, gouverné par la panique. Depuis notre séparation, la voix tremblante de mon père résonnait dans mon oreille. Le visage meurtri de ma mère vibrait dans mes yeux. Je pleurais. La ville elle-même me menaçait. Chacun de ses replis contenait la possibilité d'un bras armé. Je redoutais chaque seconde. J'anticipais la déflagration qui me déchirerait. 7 jours s'étaient écoulés depuis le coup de fil de mon père et mon départ précipité du camp militaire de Jalalabad. Je pris une chambre d'hôtel dans le quartier de Charaseroz, où les passeurs et les contacts afghans étaient rassemblés. Comment le vent allait-il tourner? Je ne devais pas prendre une décision à la légère. Le processus d'exil enclenché, il serait difficile de faire machine arrière. Je téléphonais chaque jour à mon oncle resté au village. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Des talibans rôdaient autour de la maison familiale et ils posaient des questions. Pour eux, la fuite de mes parents signait leur culpabilité. Ils n'en étaient que plus déterminés à nous éliminer. L'oncle avait peur des représailles contre le village tout entier. J'appelais aussi Quetta où mes parents étaient parvenus sains et saufs. Un de leurs amis avait appris que 2 interprètes de l'armée américaine avaient été tués dans la semaine. Un dans le bazar de Ghazni, l'autre en quittant une mosquée de Kandahar. Je les connaissais tous les deux. Le maudit sifflement continuait quand je bourrais mes oreilles de coton. Que devais-je faire? Poursuivre ma fuite ou retourner à Quetta soutenir les miens? Je connaissais Quetta et Quetta était comme l'Afghanistan. Les talibans n'hésiteraient pas à m'abattre là-bas s'ils apprenaient que j'y étais. Je ne pouvais pas passer ma vie à me cacher. Que ferais-tu à ma place? ai-je demandé à mon père. Je ne sais pas, a-t-il répondu. Un fils ne pouvait pas demander à son père de lui ordonner de partir, et un père ne pouvait pas dire à son fils de fuir vers un pays qu'il ne connaissait pas. Je décidai de partir, d'abandonner ce qui m'avait donné une langue, un visage. Ce fut comme un cri que personne n'entendit. Partir d'un coup comme on frappe un ennemi, ne pas penser mais agir, me disais-je, agir pour ne pas devenir fou. Je sortis de l'hôtel pour rencontrer un premier passeur. Il égrena les noms du voyage, Istanbul, Patras, Paris, Calais, Londres. Ces étapes seraient mes objectifs et ils sonneraient comme des promesses. J'ignorais où j'allais, mais je connaissais les stations pour y parvenir. Waouh. Bravo. Ah non, mais c'est le revivre à nouveau, c'est magnifique le mot que tu as utilisé. C'est une description, mais super. Et donc vous enchaînez dans le chapitre les passages, et il y a notamment un passage que j'ai trouvé très fort, où il y a des chapitres où on suit ces personnes dans leur périple, qui est évidemment très long. Il y a notamment un passage où ils essaient de passer la frontière entre l'Iran et la Turquie. Donc où il y a des cols montagneux, c'est extrêmement difficile. Et ensuite le narrateur, le médecin, donc le récit d'aujourd'hui, se rend à Calais pour essayer de trouver un des témoins du meurtre de Zahir, qui s'appelle Ibrahim, et voilà, qui, comme tous les autres, reste introuvable. Et j'ai trouvé que c'était un des éléments qui était très fort dans le livre, c'était la juxtaposition justement de ces scènes, avec voilà, la répression qui est le fait qu'ils soient livrés aux passeurs, aux mafias, qui se passe à la fois dans leur périple, et puis quand ils sont arrivés aujourd'hui, tout se dresse, et de plus en plus difficile pour eux dans l'ensemble du périple. Et donc la juxtaposition, j'ai trouvé renforcer cet effet. Et oui, parce qu'on là aussi, dans la manière dont on en parle, il y a une espèce d'effet focus, quoi. On parle de Calais, on parle de Stalingrad à Paris, on parle de... Voilà. Et avec des images qui vont avec un instant T, quoi. Une espèce de gueux, comme ça, qui patauge dans la boue, qui, comme ça, des manants qui viendraient faire harceler, pendant du coup un danger. Et ce jeu des images, quand on prend l'instant T, me paraît extrêmement dangereux, quoi. Et pour moi, c'est aussi une forme de faillite, comme ça, intellectuelle, morale, et véhiculée par le photojournalisme, quoi. Et là, le roman, justement, a toute sa fonction pour remettre ça dans une globalité. Et on ne peut pas comprendre ce qui se joue à Calais, ou ce qui se joue à Paris, si on ne comprend pas l'aspect systémique
ces périples, quoi, qui supposent beaucoup de choses, qui supposent des guerres post-11 septembre, qui sont des échecs majeurs, politiques, militaires. L'Afghanistan, s'il y a besoin de le rappeler, les forces occidentales, ils sont rentrés après le 11 septembre pour bouter les talibans hors d'Afghanistan, pour qu'il n'y ait plus de sanctuaires terroristes qui puissent y prendre place, quoi. 15 ans de guerre plus tard, qui s'exerce essentiellement contre les populations civiles, les talibans maîtrisent 80% du territoire le jour et 99% la nuit, et les Américains, s'ils partaient, ne pourraient plus garantir la survie du gouvernement dans Kaboul. Enfin, une guerre complètement passée sous silence. Il n'y a aucun, même quand la France avait des intérêts militaires sur place, il n'y a eu aucun débat public. C'est quand même Ouais. Et c'est une des choses que votre roman réussit à faire magnifiquement, sans jamais être didactique ni tomber. C'est de montrer ça, justement. Oui, pour moi c'est important de montrer, quoi, sans tomber dans une forme militante, mais voilà, et je pense que c'est d'autant plus fort, quoi. Et puis après, cette description, il me semblait important de décrire. On ne peut pas penser un monde mondialisé à l'aune de nos frontières. Enfin, c'est tout le paradoxe actuel. Enfin, c'est une escroquerie, puis c'est idiot, parce que ça ne nous permet pas de comprendre. On ne peut pas comprendre le phénomène des réfugiés et l'accueil qu'on leur fait à l'aune de nos frontières. Enfin, c'est un phénomène continental, européen, et plus que ça, voilà, il y a les mafias qui s'exercent, et les groupes criminels et mafieux qui s'exercent dans nos rues. À Paris, il y a en ce moment des familles syriennes et des gamins qui disparaissent dans les rues de Paris. Il y a tout un trafic humain, quoi. Et si on veut le comprendre ici, il faut comprendre la totalité du parcours, parce qu'il s'exerce tout le long, quoi. Il y a quelque chose de mondialisé aussi dans les formes d'oppression et de violence et de trafic. Et pour donner à comprendre ça, voilà, c'est important pour moi de trouver un dispositif qui permettent de mettre en perspective, comme ça, avec des lignes de fuite, ce qui se passe chez nous, pour montrer aussi leur dimension comme ça beaucoup plus large. C'est un enjeu extrêmement important, comme le passage de ces frontières absolument terribles entre l'Iran et la Turquie, et puis après la Turquie et l'Europe, quoi. Et montrer ça dans toutes ses dimensions, les passeurs, mais aussi la corruption que ça suppose. Il y a un grand non-dit aussi, toujours aujourd'hui, dans les médias, c'est le fric que ça suppose. Il y a toute une économie monstrueuse qui se nourrit de ça, de toute façon, et ça représente tellement d'enjeux, y compris chez nous, que tant qu'on ne s'attaque pas à ça, tout ce qu'on peut dire n'est que effet d'annonce, quoi. N'est qu'un effet d'annonce. Puisque tous ces groupes criminels et mafieux sont possibles aussi parce que la police des frontières turque est complètement corrompue, que l'armée participe elle-même à tout ce trafic, comme ceci est vrai aussi de la corruption des frontières européennes, que ce soit en Grèce ou en Italie ou chez nous, ici, si on parle de Calais, quoi. Ça représente tellement d'argent que quels que soient les dispositifs militaires et policiers comme ça qui seraient censés venir contrôler ça, ça se passe. Et les dispositifs militaires et policiers coûtent une fortune. Enfin, alors en plus, il y a aussi cette ingérence, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, quand même, Calais, mettre les gens à l'état de merde, coûte 22 millions d'euros, ça a été révélé récemment. Et pour autant, les migrants de Calais ne sont pas du tout ce que nous sommes. Donc il y a quand même des dispositifs militaires, justement, qui jouent de ce que vous dites, c'est-à-dire que les mots sont cruels et le discours est cruel, pas les mots. On réduit ces individus en état de migration, d'exil, aux migrants. Moi, je pense pas qu'on les réduise à des victimes. Je pense qu'on les réduit à un mot qui est extrêmement vague et qui fait un peu peur, qui est les migrants. On les individualise pas grâce à des témoignages.
c'est ce que vous faites, en mettant à nous, en donnant, je n'ai pas encore lu, je vais évidemment lire tout de suite ce livre, mais déjà en donnant une identité à chacun de ces individus et à toutes les raisons qui font qu'ils partent et qu'ils arrivent ici, et à l'horreur que ça représente de se dire qu'en effet c'est arrivé ici que le cauchemar en fait recommence, quoi. Les gens sont parqués dans des squares dégueulasses, avec les rats, dans une insécurité complète, effectivement en proie à des mafias qui, compte tenu du fait que ils soient là mais pas là, que personne n'en parle vraiment, qu'on en parle au moment où il y a des gros campements mais pas vraiment à d'autres moments. Effectivement, ce square Villemain, j'ai toujours vécu à côté, donc je le connais, hein, et pareil. C'est un lieu symbolique en plus passé à côté. Je peux pas dire que je ne les avais pas vus. L'immobiliarisation de Paris. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un moment où tout d'un coup on se rend compte de la situation et qu'on va les voir en tant qu'individus. Leur enjeu est complètement différent d'autres enjeux de misère et tout ça. Enfin, et effectivement, juste en les niant, en ne les regardant pas, on autorise la police à ne pas les regarder et donc à ne pas les protéger et donc à ces réseaux mafieux d'émerger et de proliférer, quoi. Ouais, deux remarques. Parce que moi je voulais juste faire une remarque sur ce que tu nous disais juste avant, en fait, sur le côté politico, les enjeux politico-économiques, en fait, de la notion de frontière de l'Europe. Je mentionne, mais il y a un livre passionnant qui a été fait par qui s'appelle Jean Desconfins, qui est paru chez Noir sur Blanc, donc chez Galaxy, chez Chastel, et qui est un bouquin de 2004, donc, et qui deux néerlandaises, en fait, une journaliste et une photographe, ont réellement arpenté les 3500 km en fait, de ce qui devenait à l'époque, avec l'intégration en fait, des ex-pays de l'Est dans l'Union européenne, ce qui devenait la frontière orientale de l'Europe. Donc de la Finlande jusqu'à la frontière gréco-turque. Et en pays par pays, en fait, en allant vraiment rencontrer les populations, les gardes frontières, les trafiquants, les contrebandiers, enfin tout le monde, quoi. Et c'est un reportage, c'est moitié photographique, moitié littéraire, qui est passionnant parce que d'ores et déjà, enfin c'était en 2000, ça a été fait entre 2002 et 2004. Hein, et il y avait effectivement tout l'enjeu économique qui se mettait en place sur ce que ça allait représenter finalement comme intérêt économique de pouvoir entrer en Europe par rapport à juste pouvoir passer d'un pays à un autre. Le fait que ça devienne la frontière européenne prenait ça rapporte de l'argent, quoi. Évidemment, évidemment. Alors il y a l'OCDE qu'on ne peut pas suspecter d'être un organe militant d'extrême gauche. Qui, ou alors ils ont mal choisi leur quartier. Et qui eux-mêmes disent, il y a un rapport qui est sorti récemment, qui disent regardez le fric que ça coûte. Donc ils avaient essayé de chiffrer un petit peu par an, ils disent il y a 3,5 milliards d'euros payés par les réfugiés, aux passeurs. Enfin, 3 milliards et demi. À ça, on a rajouté 6 milliards d'euros qui est le fric dépensé par la communauté européenne pour tout ce dispositif qui coûte extrêmement cher. Donc, de créer des camps, de les enfermer, de les transmettre d'un camp à l'autre, qu'il y ait des juridictions pour statuer sur leur droit d'asile, voilà. Tout ce dispositif coûte un fric dingue. Là, on parle d'au moins 10 milliards d'euros pour tuer des gens. Et pour les déshumaniser. Il y a quand même, et déshumaniser, alors oui, alors voilà, c'est un des enjeux. C'est-à-dire que c'est un mot qui est très fort, évidemment, qui fait écho à des choses épouvantables, mais de fait, c'est quand même l'organisation d'une déshumanisation. Il n'y a pas un lieu un peu soutenu par l'État et proposé par l'État qui suggère une réémergence des individus, des parcours individuels. Tu as raison. Je pense que c'est un des beaux enjeux du livre, c'est à la fois la réhumanisation
Et aussi une des choses qui est quand même très frappante, et je veux dire, c'est absolument évidemment pas un livre idéaliste ou quoi que ce soit, mais c'est de montrer l'espoir, quand même, l'espoir incroyable qui reste, quoi, malgré ses parcours. Et oui, alors sur ces 2 points, évidemment, l'humanisation, pour moi, c'est un des enjeux essentiels du livre. C'était justement face à ces politiques d'invisibilité, de raïfication, de chosification, parce qu'évidemment ça va de concert. Quand je parlais d'invisibilité, pour moi c'est ça, c'est de réduire l'individu dans sa dimension purement physique de survie, quoi. Tout est fait pour les maintenir on essaie qu'ils ne meurent pas trop chez nous quand même. Donc ils ont à bouffer, on essaie s'ils sont en train de mourir, on les soigne un petit peu, de les maintenir dans un état de précarité totale, une logique de survie. Voilà. Et après, survivants, s'ils ont la bonne idée d'aller demander l'asile ailleurs, ils sont bien inspirés de le faire, quoi. Donc je suis d'accord avec toi totalement. Tout ce processus policier, militaire, politique vise à déshumaniser totalement cette population. Et dès qu'elle gagne en visibilité, donc en humanité, en proximité avec la population autour, on disperse. C'est Stalingrad, quand il y a trop de gens autour, on disperse. Calais, voilà, on fragmente. Calais, on parle de raser de la jungle de Calais, ça fait 3 fois ces dernières années qu'on vit la même chose, aux mêmes endroits. C'est-à-dire que et ça ne fait quoi? Ça ne fait que fragmenter. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient à Calais sont toujours là, où ça tourne, mais la population est toujours dans sa même dimension présente, mais fragmentée à plusieurs endroits. Et là, c'est pour ceux qui essaient de les aider, pour les journalistes, c'est tout un combat de plusieurs mois, années, pour essayer de refaire le puzzle, quoi. Et à ce moment, et quand ça à nouveau s'est regroupé, ça devient visible, ça peut donner lieu à une photographie globale de ce qui se passe et qu'on regagne en proximité, hop, ça c'est à nouveau fragmenté. Ou alors Calais, avant, si on veut raser, on les disperse dans la France. On pourrait y revenir de toutes ces... Alors c'est à la fois très intéressant qu'il y ait des campagnes françaises qui se mobilisent pour l'accueil, etc. Mais il y a aussi une volonté de diluer le problème, quoi. Si on envoie dans 100 endroits 30 personnes, alors évidemment... l'enjeu politique est beaucoup moins important que s'il y a un rassemblement comme ça de 3000 personnes à un endroit donné, ce qui est visible, où des politiques sont mis face à leurs responsabilités. Donc il y a à chaque fois cette volonté d'effacement. Si ça servait à augmenter la capacité globale d'accueil... Oui, c'est ce que... Ouais, alors on pourrait y revenir parce que c'est évidemment aussi compliqué et c'est aussi une perspective qui est extrêmement intéressante. Et là, en ce moment... C'est un des bonheurs de ce livre, c'est depuis qu'il est sorti, c'est de me mettre en contact avec tous ceux qui sont actifs auprès des réfugiés et de pouvoir du coup me rendre compte de ce qui se passe et du nombre de mouvements extrêmement militants, mais qui agissent, qui mettent en relation des gens. Il se passe plein de choses très intéressantes, y compris là j'étais dans le Limousin, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Dans le Limousin quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux justement peupler le désert rural, justement? Question. Ouais, c'est un des enjeux qui fonctionne plutôt bien dans différents endroits. Après, je suis intervenu à Dijon, là j'étais à Vichy. Mais Vichy, ouais. Et où Claude Maluret, un ancien MSF, ancien président de MSF, a une politique d'extrême droite extrêmement toxique et répressive sur les réfugiés. Mais localement, il y a des gens qui bougent, qui font plein de choses et qui s'organisent, et des gens qui les accueillent, et des petites mairies qui votent des budgets, les villages qui... Comment? Grande Sainte, le bled par excellence. Ouais. Ma mère a quand même réussi à créer un rurale, camp attention. digne, tout simplement. C'est un bled. Enfin, franchement, moi j'avais jamais entendu parler de Grande Sainte. À Paris aussi, à Paris, il y a plein aussi de gens qui hébergent des réfugiés. À Paris, c'est la société civile. C'est pas... Ouais, mais partout je te parle, c'est essentiellement la population civile. Ouais. Société civile aussi. Mais ce dont je te parle, c'est essentiellement quand même des actions citoyennes, quoi. Y compris d'ailleurs des maires qui ont l'écharpe la journée, qui l'enlèvent et qui après vont militer et organiser les conditions, sauf dans les tout petits villages où c'est plus voilà, l'effet de proximité qui est beaucoup plus évident, quoi. Non mais à Paris, et simple.
Et pour revenir sur les enjeux peut-être économiques, évidemment, y compris l'OCDE qui pose la question en disant mais si tout ce fric-là, on le mettait... parce que tout ce fric-là, pour tuer, on parle quand même de chiffres d'un Migros qui a essayé de chiffrer un peu ça, on parle de au moins 30 000 morts. 30 000 morts sur ces 10 dernières années, donc c'est le chiffre de guerre, quoi. Et puis après, évidemment, tous ces gens qui sont qui souffrent d'une absence de reconnaissance, qu'est-ce qui se passe dans les espaces donc mis dans les rues, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent alimenter des réseaux mafieux, criminels. Il y a toute une économie parallèle qui est en train de se développer chez nous, extrêmement inquiétante. Donc on fabrique aussi les conditions de la violence dans notre propre société, quoi. Donc même de manière très cynique et de réel politique, on a intérêt de s'en occuper. Autrement, on crée les conditions de violence. Je ne sais plus qui disait relativement récemment, enfin il y a 8 ou 9 mois, qu'il y a cette espèce de réflexe en fait du libéralisme en fait de réfléchir d'abord prohibition, même si ça n'a jamais réussi dans l'histoire, et donc prohibition de l'alcool, de la drogue, des réfugiés, enfin des migrants, on prohibe. En fait, on génère une économie parallèle absolument gigantesque, dont après le coût de gestion de cette économie parallèle est stratosphérique. Délirant, ouais. Alors que simplement on n'a pas les moyens, le fait de ne pas avoir interdit, de ne pas avoir fermé, etc. Oui, mais ce serait, non mais générerait des problèmes politiques, mais aurait en tout cas un coût économique négligeable par rapport à la gestion de l'interdiction. Tu parlais de ce coût, mais finalement, est-ce qu'ils ne préfèrent pas justement faire ça plutôt que de... moi je pense qu'il y a quand même une part de calcul, quand même une part de cynisme aussi, enfin, dans cette façon de gérer au petit bonheur la chance comme ça, au fil de l'eau. C'est une manière aussi de ne pas mettre en œuvre une politique qui serait concertée avec des moyens lourds, etc. Ça nous coûtera toujours moins cher de faire quelques camps, voilà, de jeux. Et puis même l'OCDE dit le contraire pour aller jusqu'au bout. Non, c'est pas un jeu. Ils disent si on les accueillait. C'est une question que je pose. Hein, si on les accueillait, si on les formait, voilà, ça coûterait pas plus cher. Moi je pense que sur beaucoup de sujets, malheureusement. D'accord. Donc non seulement même dans la propre logique néolibérale, même de ce point de vue, c'est une absurdité. Même de ce point de vue, c'est une absurdité. On est dans le sens de Denis, et là, dans l'opinion, vaguement informé dans l'opinion, je crains que sur beaucoup de sujets comme ça, ce soit depuis un bon moment la moelle épinière qui parle, si tu veux, et pas le cerveau calculatoire. Ou c'est électoraliste? Non. Les raisons... C'est le réflexe acquis par des années. Les raisons, pour moi, elles sont doubles. Où on va au plus court. On commence par interdire. D'accord. Et puis on refuse de réfléchir. Pour moi, il y a deux raisons peut-être à ça. La première, c'est que quand même toute la répartition est régie par un dispositif de droit européen. C'est la procédure de Dublin. C'est-à-dire qu'on doit demander l'asile dans le pays par lequel on est rentré dans la communauté européenne. Ça, c'est un dispositif, c'est ce que dit l'État français, c'est l'Europe. La mairie dit, les mairies disent non, c'est l'État, c'est la responsabilité de l'État, et l'État dit c'est l'Europe. Et l'Europe est quand même en train de crever sur place, quoi. Même, j'ai croisé à une émission Martin Schulz, et même lui en discutant, je parlais des réfugiés, évidemment. Et même lui, quand même l'enjeu là, ce qu'ils ont à la tronche, c'est de savoir si on fait disparaître l'Europe et on reconstruit, ou est-ce qu'on essaie de maintenir un truc. Enfin, ils sont à ce niveau-là de réflexion, quoi. C'est en train de mourir, quoi. Quand on voit avec les montées des nationalismes en Europe, ils sont obligés de dealer quand même avec tout un tas d'États qui sont extrêmement hostiles et de composer avec ça. Donc changer un dispositif de droit européen avec des États qui, dans leur grande majorité aujourd'hui, est hostile à l'accueil, c'est extrêmement compliqué. Puis après, à un niveau national, oui, moi je vois quand même très fort un mauvais calcul, mais un calcul électoraliste. Absurde, parce que le premier qui dit on les accueille, donc, les gens, je suis sûr de ça. Pour avoir, dernièrement, on a fait un peu mon petit tour de France, les gens seraient prêts à entendre que voilà, la France est un pays d'immigration, il y a quand même, cette mémoire-là, elle est toujours présente. Et les gens sont prêts à bouger, mais encore faut-il qu'il y ait une parole un peu performative qui vienne acter ça. Et puis là, c'est une espèce de suicide politique. Et rationnel, parce que ce que tu décris, c'est complètement illogique et irrationnel. À un moment donné, il y a une espèce de déficit de rationalité qui est assez... Là, à mon échelle, vous êtes au courant un peu, mais j'ai fait là, je suis en train de monter une école en fait.
Un projet formidable. Et j'en ai entendu parler à Vichy. Ouais, c'est un magnifique. Ouais. Par Anne R. Tot. Anne, ouais. Qui est Tot, ouais. Ouais. Et donc. Nous sommes amis sur Facebook. De langue en fait. Ah bah, en plus. Donc c'est comme, en tout cas, vive Facebook pour ça. J'ai appris l'existence de. Mais cette en initiative. fait, il faut beaucoup de travail, c'est vrai, mais en réalité, bon, même si le crowdfunding, en fait, l'enjeu était énorme, quoi, on ne s'est même pas posé la question, mais bon, de fait, il faut des sous pour payer des profs et sortir de cette espèce d'errance associative et de bricolage, mais qui existe également. Il y a eu des classes qui sont ouvertes à l'ENS. Pour intégrer des réfugiés, c'est super, sauf que c'est des étudiants de l'ENS qui donnent les cours, donc c'est un jour un étudiant, l'autre jour un autre étudiant, donc c'est un jour un peu de grammaire, un jour un peu de machin. On n'a pas forcément fait du fleu. Il n'y a aucun suivi. Voilà. C'est quand même étonnant, en fait on s'est rendu compte au moment où on est allé voir les premières instances, juste au moment où on a eu l'idée de faire ça, on est allé voir directement les personnes qui s'occupent justement du français langue étrangère au niveau étatique. Et au niveau étatique, au niveau des. On va bouffer toutes les cacahuètes. Un peu référentes. Et de fait, personne n'a fait ça. C'est quand même incroyable. Enfin, nous, on était persuadés que juste on allait prendre des pistes par rapport à des choses existantes. On ne disait absolument pas qu'on allait faire un truc qui n'existait pas. En fait, il n'y a pas de structure en France qui permette à des personnes d'apprendre correctement le français. C'est-à-dire, et correctement, c'est-à-dire avec un seul prof, toujours le même, un seul lieu, toujours le même, exactement le calque de ce que nous, on a eu à l'école. Parce que ce que vous vous souvenez, c'est une base, quoi. On a beaucoup de primo-arrivants qui arrivent comme ça dans les collèges ou dans les lycées. Et qui qui sont de bonne volonté, qui viennent parfois avec un dictionnaire et de leur langue, et des primo-arrivants qui arrivent comme ça. Et si on réduit minutes, le quoi. coût seulement à la pédagogie, ce qui est notre cas pour le crowdfunding qu'on a fait, c'est certes élevé, mais finalement que dalle. C'est élevé à l'échelle de 3 nanas qui font ça avec leurs petites mains, quoi. Bien, cela dit, mais tout de même. C'est 63 000 € pour ouvrir 4 classes pour 40 personnes. Franchement, ça va. C'est pas grand chose, quoi. Si un des millions dépensés horriblement à Calais venait pour TOT, pour nous permettre. C'est ce fait qu'il a été mis dans l'hébergement et la formation, évidemment. Et tout le monde est même d'un point de vue économique, tout le monde aurait gagné, quoi. Et ça ne viendrait pas grossir aussi toute cette économie parallèle dont on parlait, évidemment. C'est ça. La clé pour que les gens aient un boulot, trouvent un horizon, comprennent quelle est leur place dans la société, c'est déjà de leur transmettre le premier outil qui est la langue. C'est juste la base, quoi. Et à partir de là, les gens deviennent ce qu'ils veulent dans la vie. Et s'insèrent à l'intérieur d'un circuit où ils deviennent à nouveau des individus et non seulement des espèces d'émigrants. Il y a quelque chose là-dedans qui est crucial. Et là, la France dans l'espace européen, c'est quand même l'Allemagne. Après, on peut revenir. Les accords qui ont été négociés entre Merkel et la Turquie, c'est quand même un truc honteux, quoi. C'est vraiment signer la faillite morale et politique de l'Europe. Hein. Et donc aujourd'hui, si un réfugié afghan arrive à Lesbos, en Grèce, on ne peut même pas demander l'asile, on ne peut même pas prendre ses empreintes, quoi. On l'enferme et on le renvoie en Turquie. Turquie étant considérée comme un pays tiers sûr pour les réfugiés. Et puis sûr démocratique. J'essaie de décrire dans le livre toute cette mafia, ce trafic humain qui est fait sur le dos des réfugiés, c'est abject, quoi. C'est un scandale. On s'assoit sur tout, quoi. Les conventions de Genève, tout ce qui a été marqué et signé après-guerre, après le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, est renié en ce moment par l'Europe. On finit sur le bouquin, et puis après on aura tout le temps. Il y avait un autre aspect, moi, dans le livre, juste que j'avais envie d'évoquer, parce qu'il y a la dimension globalisation, quoi. Je veux dire, on peut pas
On ne peut pas rejeter de toute façon, c'est notre... je veux dire, on a cru après la Seconde Guerre mondiale qu'on pouvait délocaliser les industries, c'est mentionné une ou deux fois, qu'on pouvait délocaliser les conflits et finalement non, c'est pas possible, quoi. Et en même temps, il y a autre chose dans le livre, il y a la globalisation et puis il y a aussi le monde coupé en deux, quoi, où il y a d'un côté les gens, dont notamment les humanitaires évidemment, mais qui peuvent se déplacer facilement d'un lieu à un autre. Il y a ce fameux dialogue du médecin qui dit j'ai mis, je sais plus, 12 heures. J'ai mis 12 heures pour arriver à peu près à Kaboul, et toi tu as mis 2 ans et demi. Quoi. Et lui il dit moi j'ai mis 2 ans et demi, comment ça s'est passé, quoi. Et donc ça montre bien ce monde coupé en deux, alors que Mike Davis pour le coup montre parfaitement dans ce livre. Qui était une lecture pour moi importante. Ouais. Où il y a notamment un chapitre sur Kaboul, mais bon, pas que. Et que Lionel Trouillot, par exemple, pour prendre un autre... C'est lequel, pardon, Marianne? C'est Paradis Inferno, les villes hallucinées du néo-capitalisme. Et que Lionel Trouillot montre très bien dans un roman, lui en fiction, dans Kanjaou, où là il montre à Haïti, à Port-au-Prince, les deux communautés qui sont côte à côte et qui sont complètement séparées. Donc j'ai trouvé ça bien aussi, un aspect vraiment intéressant du roman, de montrer ces deux choses-là, quoi. Oui, c'était pour montrer que dans ce monde voilà, mondialisé, un nouvel indicateur vient vraiment stigmate d'un nouvel état d'apartheid, pour moi, vient poindre, c'est la séparation entre ceux qui peuvent bouger et ceux qui peuvent bouger. Ceux qui sont assignés à résidence. Et en ce sens, vraiment, ces réfugiés sont des résistants par rapport à leur place qui leur est assignée. Et ce qu'ils disent, ils disent, moi, je ne respecte pas cet ordre-là et je veux bouger. Et ils nous montrent ça de manière très très forte, quoi. Et de manière en plus paradoxale, en croyant en nos propres valeurs. C'est-à-dire qu'ils y croient. D'autant plus que ils y croient. C'est-à-dire qu'on est allé faire la guerre en Afghanistan pour soutenir la démocratie. Ils y croient. Et c'est ce qu'ils viennent nous rappeler chez nous, quoi. Qui viennent nous rappeler chez nous. Et c'est d'autant plus... finalement, s'il y avait un discours commun de tous ces réfugiés, bon, qu'ils soient d'ailleurs afghans ou syriens ou irakiens, ce qui représente 80% aujourd'hui de ceux qui arrivent, et puis la corne de l'Afrique, quoi. Érythrée, Yémen, Érythrée et Soudan. C'est de dire, je cherche un pays, je crois que c'est un des personnages qui vient demander, un pays dans lequel on me protégera de mes ennemis. Donc c'est aussi l'histoire d'une trahison totale. C'est-à-dire qu'ils viennent avec ça. Voilà. Alors là, ça prend en plus une ampleur dingue puisqu'il se fait tuer par un de ses ennemis chez nous. Donc ça montre bien alors qu'il était la victime type filmée par FR3 pour montrer le scandale qui se joue dans le square Villemain. Il est filmé et une semaine avant sa mort dans ce Parce qu'il n'a jamais eu aucune intention de le protéger. Non, rien n'a été fait pour le protéger. Au contraire, tout a été fait pour que ça continue. Et à partir du moment justement où ce meurtre rend visible ce soir, il dit tiens, mais il y a quand même 200 mecs qui dorment là tous les soirs, qui amènent à l'évacuation du square, parce que ça devient gênant. Donc on les, à la fois, encore une fois, on les éparpille voilà, jusqu'au prochain regroupement. Stalingrad ou le long du quai Valmy. Désolé. Et il y a un retour aujourd'hui quand on voit des tentes quai Valmy, voilà, avec les bidonvilles qui réapparaissent le long du canal. Voilà, c'est des choses qui avaient été détruites par les autorités en 2009, quoi. Donc évidemment, on ne fait que, de manière très cynique, déplacer le problème sans jamais l'adresser. Donc il réapparaît évidemment aux mêmes endroits régulièrement. Ce que je disais au début, c'est qu'on est bien dans une logique de garder surtout invisible. Voilà, avec quelque chose de dingue qui est le bégaiement. Une espèce de pouvoir qui bégaye partout, dans toute la violence. La violence quand même. Et la violence que ça suppose, évidemment, la violence qui Quand il n'y a pas les soutiens, les militants s'en prennent plein la gueule, se prennent des gaz lacrymaux. Effectivement, dès qu'il y a une tête blanche qui débarque, ça s'arrête. Mais il y a eu des vidéos prises par des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui sont d'une violence épouvantable. Et donc ces réfugiés, ils nous décrivent cet état du monde, ils nous décrivent cet apartheid, de ceux qui peuvent bouger, des marchandises qui peuvent bouger, parce qu'ils suivent finalement les capitaux encore plus vite que les marchandises. Les capitaux encore plus vite,
ça, ils décrivent ça aussi très bien. C'est-à-dire qu'il y a tout un système aussi. L'économie parallèle se sert des canaux officiels pour faire les transactions. Donc pour verser du fric du Pakistan à la Grèce ou de la France en Turquie, il n'y a absolument aucun problème. Il y a des mecs en call bank qui les accueillent, il y a tout le système bancaire. C'est très précis dans le livre, exactement. C'est ce que j'ai des scènes qui sont sidérantes. Il y a des scènes absolument sur la circulation de l'argent qui sont saisissantes, vraiment saisissantes. C'est ce que tu décris de manière... Enfin, ce que les personnages disent. Voilà. Circulation de l'argent, circulation des marchandises. Des marchandises, oui. Parce qu'ils suivent le même... flux. Exactement le même flux que l'opium, quoi. Ouais. L'Afghanistan, depuis l'intervention occidentale, a vu la production d'opium multipliée par 500 à peu près. Donc c'était déjà un narco-État, c'était 80% d'un PIB si ça peut exister. Là c'est 95%. Aujourd'hui, ils suivent ces camions, quoi. Ouais. Avec ce chose terrible, tu vois, dans la réification, la chosification, où le rêve de ces gamins, c'est de devenir marchandise, quoi. Ils rêvent de pouvoir circuler aussi facilement que l'opium qui vient du pré à côté de chez eux, quoi. Sans y parvenir, évidemment, et c'est extrêmement compliqué. Ils nous parlent aussi de ces hypercentres, d'ailleurs, où eux-mêmes essayent de se regrouper, des hypercentres hyper gentrifiés, sécurisés. Ils nous parlent de ça. Ils nous parlent aussi de territoires fragmentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus comprendre le monde à l'aune de la frontière des États-nations. Mais de montrer comment dans nos propres espaces, en tout cas dans l'espace européen, où se développent des espaces d'exception, où le droit est des zones de droit amoindries. Donc c'est le retour des bidonvilles, on voit à Calais, en Sainte, ou certains coins de Paris. Quel statut juridique ? Jusqu'à ce que les CRS viennent de manière violente et par la force reprendre un espèce de territoire qui serait perdu. Il est perdu pour qui? Pourquoi? Quel droit s'exerce là? Là, je raconte le procès du supposé meurtrier. Finalement, le droit français n'a rien à foutre. La police n'a rien à foutre. Qui se tuent entre eux. Ils sont exclus même de... Il y a un personnage policier qui est une figure d'empathie quand même dans le roman, qui fait figure de contrepoint quand même. Il y a Rémi, Rémi le flic du commissariat du coin. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Les budgets, comme tous les services de l'État sont amoindris, ils n'ont pas le mandat de faire le boulot. Il y a une proportion de salauds et de connards chez les flics, comme dans toutes les professions. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on voit que c'est pas homogène, quoi. Non, et puis le non, mais c'est pas. Et le flic aussi est broyé dans voilà, c'est dans sa contradiction, et c'est ça qu'a. Parce qu'ils font, parce que on leur demande, c'est l'injonction paradoxale permanente, quoi. On leur demande. Sans faire de démagogie anti-flic, il y a quand même, la question de la proportion de connards est quand même. Non mais. Des individus qui acceptent de se plier à ces ordres. Mais Rémi parle de ça. Eux-mêmes sont pris dans des problèmes de double bind, etc. Sans arrêt. Le roman montre, et c'est ça. L'injonction paradoxale. On leur demande de rassembler les réfugiés de fait dans le square Villemain. Tous les soirs, c'est comme les flics avec les jardiniers de la ville de Paris qui ferment le square et tant qu'ils. Voilà. Et il suffit qu'il y ait quelque chose qui fasse de disruptif et l'ordre est donné au-dessus. Justement, ils n'ont plus. En plus, ça fait écho à l'histoire de ce square qui est son particulière, où les juifs ont été interdits d'entrer dans ce square. Enfin, quelque chose qui est absolument terrible en termes de miroir comme ça, temporel. Et ce même flic, le lendemain, doit faire le contraire, quoi. Et donc, il est traversé par des injonctions paradoxales. La violence que ça entraîne aussi sur lui. Bon. Denis, tu parles de figures. Dans les années 2010-2015, on a atteint le taux de dépression en fait, profond dans la police, le plus élevé qu'on ait jamais atteint. Des réfugiés, des migrants, que ces figures juridiques, selon la Convention de Genève, ça existe toujours. Effectivement, il y a des problèmes de mélanger. C'est ce que je voulais montrer dans le roman. On est reparti en discussion éclatée. Pardon. Vous avez tous compris que c'est un roman absolument indispensable, qu'il faut l'acheter, l'offrir, qu'il est extraordinaire pour comprendre non seulement réhumaniser les migrants, il faut en offrir à ses proches. Voilà, qu'il faut en offrir à ses proches, tout le contexte qu'il y a autour. Enfin, voilà. Très bon, merci. Merci à toi, merci de m'avoir invité et pour défendre ce livre.